Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Sophie Le Tan. En ce jour de septembre 2018, Sophie Le Tan est heureuse. L'étudiante va en effet visiter un appartement en location, le tout premier de sa jeune vie d'adulte. Et puis, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle doit retrouver sa famille pour célébrer l'événement. Alors elle presse le pas. Mais elle n'arrivera jamais à la fête. Son corps, atrocement mutilé, sera retrouvé dans un bois recouvert de branchages. Les enquêteurs concentrent leurs investigations sur l'appartement que la jeune fille devait visiter et surtout sur l'homme qui a publié l'annonce. Et ils vont rapidement découvrir un personnage au profil très inquiétant. Que s'est-il passé ? Réponse tout de suite dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. 7 septembre 2018. Il est 9h quand une jeune femme se rend à un rendez-vous pour visiter un appartement. Elle patiente en bas d'un immeuble. Quelques minutes plus tard, la jeune fille pénètre dans le hall. Sur le palier, un homme l'attend. Il la fait entrer dans son appartement et referme la porte sur elle. La jeune fille ne donnera plus jamais de nouvelles. Elle s'est volatilisée. C'est le début d'une enquête hors norme qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Tout commence à la rentrée de septembre 2018 en Alsace. C'est à Cernay, une banlieue calme de Mulhouse, que vit la famille Le Tan. Le père est ouvrier pour un constructeur automobile et son épouse, femme au foyer. C'est ici qu'ils ont élevé leurs 3 enfants. La famille Le Tan sont des réfugiés vietnamiens qui sont arrivés il y a 25 ans en France. Olivier Vogel, journaliste à France Bleu Strasbourg. Qui se sont établis en Alsace à Cernay, qui est une petite commune qui est implantée sur les contreforts du massif vosgien. C'est une famille vraiment discrète, un petit peu exemplaire. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Les parents ne parlent pas très bien français. Ils ont fui le régime communiste au Vietnam dans les années 80. C'est des gens que tout le monde apprécie. Gérard Velzer, avocat de la famille Le Tan. Qui travaillent, qui sont besogneux et d'une gentillesse extrême. Chez les Le Tan, le sens de la famille compte beaucoup. Les 3 enfants sont très unis. Philippe, l'aîné, a 21 ans. Sylvie, la petite dernière, a tout juste 17 ans. Et Sophie, du haut de ses 19 ans, est une jeune femme à qui tout réussit. Sophie Le Tan, c'est une très jolie fille. En fait, elle est très gracieuse. Et en fait, on se retourne un peu sur elle parce elle a ce charme asiatique certain. Elle est assez brillante. Elle a réussi son bac haut la main. Elle est rentrée en première année d'économie. Et là, elle s'apprête à rentrer en 2e année. Sophie est très mature pour son âge. Laurent Tran Van Mang, cousin de Sophie Le Tan. Très responsable. Et il respectait beaucoup ses parents. Il était très fusionnel avec sa maman et très fusionnel avec sa sœur aussi. Le 7 septembre 2018, la famille fête son anniversaire. Sophie a 20 ans. Pour l'occasion, sa mère et sa sœur Sylvie ont réservé un restaurant à Cernay. Sophie a prévu de venir chercher sa petite sœur ce jour-là, après les cours, à l'heure du déjeuner. Mais à la sortie du lycée, Sylvie attend. Sophie n'est pas là. Il n'y a aucune nouvelle de Sophie, on ne la voit pas, on ne sait pas où elle est. On s'attendait à ce qu'elle appelle en disant voilà, je suis à la gare, j'arrive, je suis en retard ou non. Et pourtant, c'est le silence le plus total. Elle est absente du déjeuner fait pour son anniversaire. C'est impossible.
il y a quelque chose qui ne va pas. Sylvie est inquiète car Sophie n'est pas du genre à laisser sa famille sans nouvelles. Alors avec sa mère, elles appellent toutes ses copines. J'ai été contactée par sa petite sœur. Justine Ngov, amie de Sophie Le Tan. Et donc j'ai décidé de contacter tous ses amis, ses proches pour savoir où elle était. Et là, c'est toujours pareil. Aucune nouvelle, personne ne l'a vue, personne n'a de nouvelles. Elle ne se trouve pas avec ses copines. Sylvie et sa mère tentent alors de reconstituer son emploi du temps de ce début de journée. Sophie est veilleuse de nuit dans un hôtel à Strasbourg pour financer ses études d'économie. Sa sœur appelle donc le responsable pour savoir s'il ne s'est rien passé d'anormal. Évidemment, à l'hôtel, on l'a vu partir comme d'habitude. Il n'y a rien d'alarmant. Elle a quitté son poste le matin, un peu après 7 heures. Et après, il est prévu qu'elle se rende à une visite d'appartement, donc pour trouver le studio de ses rêves. Ce qui est important dans cette période pour elle, c'est que pour la première fois, elle va avoir son appartement. Après son travail, Sophie était censée visiter un studio dans les environs de Strasbourg pour se rapprocher de la fac. Après la visite, elle devait rentrer en train à Cernay pour fêter son anniversaire. Impossible pour la famille de savoir si Sophie s'est bien rendue à cet appartement. Ils ignorent où il se trouve. Alors, Sylvie décide de se rendre à l'hôtel où travaillait sa sœur, car c'est là-bas qu'elle a été vue pour la dernière fois. Elle appelle des amis à la rescousse, dont Valentin, un proche de Sophie qui est sous le choc. Il est aux alentours de 20h. Valentin, ami de Sophie Le Tan. Et à ce moment-là, ouais, c'est le monde qui s'arrête. À ce moment-là, c'est le monde qui s'arrête et t'es un peu livré à toi-même. Tu sais pas ce que tu dois faire. Et tu penses qu'à une chose, en fait, en réalité, c'est d'y aller. Il est 22 heures passées quand Sylvie, Valentin et ses amis arrivent sur place. Ils espèrent voir Sophie prendre son service de veilleuse de nuit. Et elle n'était pas présente. Et là, tu te dis, ça commence à être encore plus angoissant. Oui, on est mort d'inquiétude. Sophie n'a pas prévenu l'hôtel de son absence, ce qui ne lui ressemble pas. Cette fois, pas de doute, il faut prévenir la police. Il est 23 heures au commissariat. Sylvie est paniquée, mais elle a du mal à convaincre les policiers que la disparition de Sophie est inquiétante. Dès le départ, on n'a pas eu le sentiment d'être forcément pris au sérieux. Ça restait pour eux peut-être une fugue ou... On leur explique que la jeune fille est majeure et vaccinée, même si elle est très jeune encore, qu'elle a bien pu partir, aller faire la fête avec des amis. Alors que Sophie a disparu depuis maintenant 12 heures, la police ne déclenche pas encore d'enquête. Les proches sont anéantis, car, selon eux, Sophie n'a pas pu disparaître volontairement. Si elle avait décidé de plus fêter son anniversaire en famille, elle aurait simplement dit à ses parents, à sa sœur, et ce serait bien passé. La famille Le Tan s'apprête à passer une première nuit sans Sophie. Une terrible épreuve, car ils imaginent le pire. La famille vit un cauchemar au fil des heures. La détresse, la peine est très perceptible dans la maison. La panique également. Ils se sentent impuissants, ils ne savent pas quoi faire. La nuit, elle a été très courte. Trop de tension. J'ai souvenir que je lui ai fait un cadeau pour son anniversaire. Et j'ai dormi avec. J'ai dormi avec ce cadeau parce que je me suis dit c'est peut-être quelque chose qui peut me relier à elle. C'était un cadeau assez simple et qui montrait juste l'affection que j'avais pour elle.
Les proches sont désespérés. Mais l'affaire va bientôt connaître son premier rebondissement. Car la famille Le Tan décide de mener elle-même l'enquête. Sylvie commence par la chambre de sa sœur. Elle la retourne entièrement à la recherche du moindre indice. Sophie aurait-elle laissé une lettre qui expliquerait sa disparition ? La fouille ne donne rien. Mais Sylvie ne s'avoue pas vaincue. Sylvie, la petite sœur, a une idée, c'est-à-dire qu'elle a les codes Snapchat, cette fameuse application prisée des jeunes. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Elle a les codes de sa sœur et donc elle utilise les codes de sa sœur et à partir de là, il y a une application qui permet de géolocaliser le téléphone. Et là, elle se rend compte de quelque chose quand même d'assez surprenant. Elle remarque que le portable a borné au 54 avenue de Bischwiller, à Schiltigheim. Le dernier message envoyé à sa sœur a été posté depuis Schiltigheim, une ville au nord de Strasbourg. C'est une photo de Sophie. Elle l'a envoyée à 9h du matin, le jour de sa disparition. Alors, que faisait-elle là-bas ? On sait que Sophie avait rendez-vous pour visiter un appartement en fin de matinée. Olivier Vogel, journaliste à France Bleu Strasbourg. Et là, on commence à se dire, elle a dû aller visiter son appartement à Schiltigheim. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose autour de la visite de cet appartement. Aussitôt, Sylvie, son père, mais aussi Valentin et Justine, les amis de Sophie, prennent la direction du 54 route de Bischwiller à Schiltigheim. Sophie n'a plus donné signe de vie après s'être rendue à cette adresse, peut-être pour visiter un appartement. Alors ils espèrent trouver une piste là-bas. Après 1 heure de route, ils découvrent un quartier paisible. Le 54 est à l'angle d'un immeuble qui compte une centaine de logements, mais rien ne les arrête. Il frappe à toutes les portes, plusieurs dizaines d'appartements, en demandant si la veille, au matin, quelqu'un n'aurait pas vu cette jeune fille. On essayait de montrer des photos d'elle. Justine Ngov, amie de Sophie Le Tan. De la décrire au maximum pour que les gens puissent nous dire s'ils l'ont aperçue. Sur la centaine d'appartements, il n'y a que 40 réponses. Valentin, ami de Sophie Le Tan. Et aucune personne n'a reconnu Sophie. Terrible déception. Mais les proches de Sophie ne se découragent pas. Ils en sont sûrs, c'est ici qu'ils peuvent obtenir des informations. La jeune fille a disparu en pleine journée. Il y a forcément des témoins. Alors ils quadrillent le quartier et interrogent les passants. Là, ils font un travail vraiment de policiers de planque sur le terrain. Donc, ils se mettent dans les voitures, un peu à distance pour observer. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à l'attitude suspecte ? Ils regardent à droite, à gauche. Une certaine paranoïa s'installe parce que ils étaient persuadés qu'elle était kidnappée et donc ils observaient tout le monde. Chaque piéton, chaque passant, ça peut être un individu qui a causé du tort à Sophie. On commençait à regarder dans les ruelles, à regarder dans les escaliers qui descendaient dans les caves. On essayait de trouver quelque chose qui lui appartenait, qu'elle a pu faire tomber. La psychose s'empare du groupe. Tous les passants leur semblent louches. Mais rien ne les mène sur la piste de Sophie. La famille rentre à Cernay, livrée à elle-même. Mais Sylvie ne baisse pas les bras. Elle décide d'élargir les recherches et sa ténacité commence à porter ses fruits. Elle alerte tout le monde de la disparition de Sophie. La sœur de Sophie Le Tan diffuse sur les réseaux sociaux un véritable avis de recherche. Elle explique que le dernier signe qu'on a d'elle, c'est un échange téléphonique le matin à cet endroit, la fameuse route de Bischwiller. Donc ils sont rivés à leur écran en espérant que quelqu'un l'aura aperçu. Cet avis de recherche représente pour Sylvie la dernière chance d'avoir des nouvelles de sa sœur.
Et moins de 24 heures plus tard, Il y a un retour, quelque chose d'inespéré quant aux informations. Il y a deux messages de jeunes filles, des étudiantes à Strasbourg, comme Sophie, et ce qui est contenu dans ces messages va véritablement donner une autre dimension à cette histoire. la première jeune fille explique à Sylvie que l'adresse mentionnée sur l'avis de recherche l'a intriguée, car elle aussi devait visiter un appartement dans ce quartier, juste à côté de l'immeuble où s'est rendue Sophie. Or, ce témoin fait un récit troublant. Elle avait rendez-vous avec un propriétaire qui s'est montré très insistant au téléphone. Mais une fois sur place, Cette jeune fille raconte qu'elle s'est présentée avec son petit ami, elle n'y a pas été seule. Gérard Velzer, avocat de la famille Le Tan. Qu'elle s'est présentée, qu'elle a sonné, qu'elle a essayé de trouver. Personne ne lui a répondu. La porte est restée fermée. ce premier témoignage inquiète Sylvie. Et le deuxième message ne la rassure pas non plus. Une autre jeune femme évoque elle aussi un rendez-vous à la même adresse. Là encore, le propriétaire s'était montré pressant et même scénario, il lui fait faux bond. Sauf que la jeune fille, cette fois, ne se laisse pas faire. Elle est très énervée, elle lui renvoie des messages, des SMS, en disant « mais je suis pas contente du tout, on avait prévu de visiter l'appartement à telle et telle heure, vous n'êtes pas là, vous me prenez pour qui ?» Après avoir abreuvé d'injures son interlocuteur par message interposé, celui-ci a repris contact avec elle, en réinsistant de manière un peu lourdingue, je dirais, pour réobtenir un rendez-vous. Et là, la jeune fille a senti une sorte d'intuition. Elle s'est dit, mais ce type, il est un peu bizarre, et elle n'a pas donné suite. Pourquoi on n'avait pas ouvert la porte à l'une qui était accompagnée de son ami? Pourquoi on n'avait pas ouvert la porte à l'autre? Pourquoi Sophie, elle, ayant rendez-vous là, ne donne plus signe de vie? La panique, petit à petit, s'empare de Sylvie et de sa famille. Pour la famille, ce mystérieux propriétaire a un comportement bizarre. Aussitôt, Sylvie demande aux jeunes filles de se rendre au commissariat pour témoigner. Elle espère être enfin prise au sérieux. Cela fait maintenant 3 jours que Sophie a disparu. Et cette fois, au commissariat, l'ambiance est tout autre. Les policiers entendent les 2 étudiantes et ils déclenchent immédiatement une enquête pour disparition inquiétante. Cette annonce immobilière sent en effet le piège tendu par un seul homme. Alors ils confrontent la téléphonie des 3 jeunes femmes. On se rend compte en remontant les lignes téléphoniques de ces 3 filles Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. qu'elles n'ont pas été en contact avec le même numéro téléphonique, en fait, que chacune avait contact avec un numéro différent. Et ces numéros étaient des cartes prépayées. On n'arrive pas à mettre un nom sur les numéros de téléphone, Olivier Vogel, journaliste à France Bleu Strasbourg. comme si ce loueur, justement, avait cherché à dissimuler son identité. Ce sont les voyous qui font cela. Quelqu'un qui veut cacher son numéro, alors que normalement cette personne est là pour louer un appartement. Pourquoi ce loueur prend-il autant de précautions pour dissimuler son identité ? Pour tenter d'identifier ce mystérieux propriétaire, les policiers expertisent toutes les lignes prépayées qui ont servi à contacter les 3 jeunes filles. Ils analysent, ils appellent, ils attendent. Laurent Tran Van Mang, cousin de Sophie Le Tan. En espérant qu'il y ait également un signal qui s'effectue parmi ces numéros-là. Et quelques jours plus tard, miracle, un de ces téléphones est réactivé. Et réactivé avec une puce qui, elle, est identifiable. Et l'enquête connaît un rebondissement spectaculaire. Le 15 septembre, une semaine après la disparition de Sophie, l'homme caché derrière ces numéros anonymes utilise cette fois sa propre puce. Les enquêteurs ont enfin un nom. Un certain Jean-Marc Reiser, un sexagénaire a priori bien paisible.
Jean-Marc Reiser, c'est quelqu'un qui est à l'aube de ses 60 ans. Pierre Giuriato, avocat de la défense. Il est au chômage. Ce qui est assez étonnant, assez paradoxal, que malgré le fait qu'il soit au chômage, il poursuit donc des études. Et après une maîtrise en archéologie, il s'est lancé également dans une licence d'histoire de l'art. Il a une petite fille dont il s'occupe, même s'il n'habite pas avec la mère, ce qui n'est pas si rare. Éric Braun, avocat de la défense. Il a comme loisir la randonnée dans les Vosges, dans la forêt des Vosges qu'il connaît bien, puisque son père était garde forestier. Donc c'est un domaine qu'il connaît, qu'il parcourt, qu'il pratique, qu'il aime. C'est plutôt sain. On va se rendre compte quand même que c'est un petit peu, au premier abord, monsieur tout-le-monde. Mais derrière cette image un peu lisse, les enquêteurs découvrent un homme bien connu de leur service. Monsieur Reiser, connu. Connu pourquoi ? Condamné avec un casier judiciaire, avec plusieurs condamnations sur son casier. Là, les enquêteurs se disent on a une piste sérieuse. On va aller voir ce monsieur. Jean-Marc Reiser est dans leur collimateur, car il n'est pas fiché pour des petits larcins, mais pour des faits bien plus graves, des crimes sexuels. Et coïncidence troublante, il habite à Schiltigheim, au 1 rue Perle, juste en face de l'immeuble où Sophie avait rendez-vous. Jean-Marc Reiser devient le suspect numéro 1. Il faut l'arrêter au plus vite. Pour être sûr de ne pas le rater, ce sont les policiers d'élite de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, qui se mettent en chasse. Grâce à son téléphone, ils le localisent dans la banlieue sud de Strasbourg. Les policiers ne veulent prendre aucun risque. L'homme peut se montrer menaçant. La BRI, en nombre assez important, parce qu'elle sait que M. Reiser, c'est quelqu'un de très dangereux. La police va le suivre en voiture. C'est un peu les cow-boys de la PJ, et le fait de mettre la BRI sur le coup, ça veut dire qu'ils s'attendent quand même à avoir un sérieux client face à eux quand ils devront l'interroger. Il fait déjà nuit quand la brigade le prend en filature. Et vers 22h30, la BRI passe à l'action. Jean-Marc Reiser est cerné. Il est sorti de son véhicule et immédiatement menotté. Donc quand ils l'arrêtent, leur premier réflexe, c'est quand même de fouiller dans la voiture, et particulièrement dans le coffre, en imaginant peut-être que Sophie se trouve séquestrée à cet endroit. Mais à l'ouverture du coffre, aucune trace de Sophie. Quant à Jean-Marc Reiser, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Lui est très surpris. Il dit mais qu'est-ce que vous me voulez ? Qu'est-ce qui se passe ? Jean-Marc Reiser reste calme. Pourtant, les policiers le placent en garde à vue, car les recoupements téléphoniques en font leur principal suspect. Les enquêteurs, évidemment, lui parlent de Sophie Le Tan, lui montrent les photos, lui demandent est-ce que vous avez vu cette jeune fille ? Monsieur Reiser déclare en garde à vue. Mais je la connais pas, j'ai jamais vu cette personne. Gérard Velzer, avocat de la famille Le Tan. Il disait à Monsieur Reiser, mais elle n'est pas venue chez vous ? Ah, pas du tout. Et si on retrouvait l'ADN de Sophie chez vous ? Ah, c'est pas possible. Jamais vous ne pourrez retrouver l'ADN de cette personne chez moi. Elle n'est jamais venue chez vous. Jean-Marc Reiser n'en démord pas. Il affirme n'avoir jamais croisé Sophie Le Tan et ne comprend pas de quoi on l'accuse. Pourtant, les enquêteurs poursuivent leur interrogatoire car ils veulent savoir: a-t-il un alibi solide pour cette journée du vendredi 7 septembre, jour de la disparition de Sophie ? Face aux questions des enquêteurs, il est très serein. Il dit j'étais dans le coin, en fait, il est possible que j'ai été faire des courses. En tout cas, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Jean-Marc Reiser n'a pas d'alibi. Les enquêteurs insistent. N'a-t-il pas donné rendez-vous à Sophie pour une visite d'appartement ? Mais là encore, il affirme ne pas connaître la jeune femme. Alors les policiers persistent. Avez-vous au moins diffusé des annonces immobilières durant cette période ? Jamais je passe d'annonce. Jamais.
Il n'a rien à voir avec cette affaire. Olivier Vogel, journaliste à France Bleu Strasbourg. Il ne sait pas de quoi on lui parle. Il est complètement étranger à tout ça. Il commence à dire que est-ce que c'est pas son Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. passé judiciaire qui plaide contre lui? Est-ce qu'il n'a pas la tête de l'emploi? Est-ce que ce serait pas le coupable idéal par rapport à son passé? Jean-Marc Reiser nie toute implication dans la disparition de Sophie. Mais les policiers ne sont pas convaincus, car ils ont affaire à un homme qui est bien connu de la justice. Alors, qui est vraiment Jean-Marc Reiser? Aurait-il pu s'en prendre à Sophie Le Tan? Pour le savoir, les enquêteurs décident de remonter dans le temps pour fouiller son passé. Et voilà ce qu'ils découvrent. 20 ans plus tôt, en juin 1997, Jean-Marc Reiser a alors 37 ans. Nous sommes à Pontarlier, dans le Doubs. Il est à bord de son véhicule quand les douanes volantes l'interpellent pour un contrôle de routine. Ils ouvrent son coffre et là, ils tombent sur un véritable arsenal. Un fusil à pompe, un pistolet. Des cordelettes qui pourraient éventuellement servir à ligoter quelqu'un, un scalpel, une cagoule. Des stupéfiants, des anesthésiants. Et les découvertes des douaniers ne s'arrêtent pas là. Il y a quelque chose de vraiment très inquiétant, c'est qu'on retrouve un lot de photos représentant des jeunes femmes dénudées, visiblement peut-être droguées, à qui on fait subir des sévices sexuels. Avec des objets dans des positions très humiliantes, mais ce qui est surtout très étrange, c'est que ces jeunes femmes semblent inconscientes. On a même l'impression qu'elles sont mortes quand on découvre les clichés. Pour ces policiers, on peut se demander si on n'a pas affaire à un prédateur sexuel de la pire espèce. Pour les douaniers à l'époque, le contenu de son coffre ne laisse pas de place au doute. Jean-Marc Reiser détient l'équipement d'un possible violeur en série. Ils préviennent donc la police de Besançon et il est aussitôt placé en garde à vue. Les hommes de la PJ le somment de s'expliquer. Qui sont ces femmes sur les clichés? Ont-elles été droguées et violées? Et Jean-Marc Reiser a une bonne explication. Jean-Marc Reiser va indiquer qu'il s'agit de mise en scène artistique. Éric Braun, avocat de Jean-Marc Reiser. Réalisé avec des prostituées des pays de l'Est et bien évidemment avec leur consentement. Alors lui dit, effectivement, j'ai des fantasmes, j'adore faire l'amour avec des prostituées dans des positions très humiliantes, ça m'excite beaucoup. Les enquêteurs doutent de cette version, car ces femmes paraissent inconscientes. Cela ne ressemble pas à un simple jeu sexuel. Pour en avoir le cœur net, ils veulent donc les identifier au plus vite. Mais Jean-Marc Reiser affirme ne plus se souvenir de l'identité de ces prostituées. Alors les enquêteurs convoquent les ex-petites amies pour en savoir plus sur la personnalité de leurs suspects. Et on va tomber sur une ex-copine qui va se reconnaître sur une de ces photos. Elle est extrêmement choquée. Valérie Gletti, avocate de la partie civile. Elle reconnaît que, à l'évidence, elle a été endormie à son insu. Et sur la photographie où elle figure nue, des objets ont été introduits dans son sexe. Et donc, elle a été violée. Et elle décide de porter plainte. Pour les enquêteurs, l'homme a le profil d'un pervers sexuel. Alors ils interrogent tous les fichiers au niveau national. Et ça match. Ils trouvent un portrait robot, celui d'un homme recherché pour un viol commis 2 ans plus tôt, en 1995, et qui ressemble trait pour trait à Jean-Marc Reiser. Ce qu'ils découvrent est loin de les rassurer. Cette fois, nous sommes à l'été 1995, dans les Landes.
Une femme arrive à la gendarmerie dans tous ses états. C'est une touriste allemande et elle veut porter plainte pour viol. Ce soir-là, elle fait du stop. Un véhicule s'arrête. Cet homme la prend en stop et prend un chemin détourné dans la forêt de Pin-des-Landes. Celui-ci, au bout de quelques kilomètres, sous prétexte d'un besoin urgent, s'est arrêté. Et là, complètement changé, ou aurait complètement changé de personnalité, de caractère, et l'aurait agressé. Et là, il sort un cutter, il menace la jeune fille qui est violée. Pendant de longues minutes, le violeur s'acharne sur sa victime. Elle explique vouloir crier à l'aide, mais elle est coincée dans la voiture, garée le long d'un chemin désert. Et son violeur se fait de plus en plus agressif. Elle n'a rien pu faire. Elle a véritablement eu peur pour sa vie. Elle était persuadée que si elle ne collaborait pas, si elle ne se laissait pas faire, il risquait de l'égorger et donc de la tuer. Son agresseur lui laisse la vie sauve. Elle se rend aussitôt à la gendarmerie pour faire une description détaillée de son violeur. Mais on ne retrouvera pas sa trace. Alors, 2 ans plus tard, lorsqu'en 1997, à Besançon, les policiers découvrent que le portrait robot du violeur correspond à Jean-Marc Reiser, l'affaire est relancée. La touriste allemande est convoquée à nouveau au commissariat. On va faire un tapissage, comme on dit, et donc elle va reconnaître formellement son agresseur comme étant Jean-Marc Reiser. Jean-Marc Reiser est mis en examen pour viol, mais il clame son innocence. Jean-Marc Reiser, de son côté, a toujours nié être l'agresseur de cette jeune femme. Mais pour les enquêteurs de Besançon, en 1997, leur suspect a bien le profil d'un pervers dangereux. Alors, ils enquêtent sur ses pratiques sexuelles. C'est un homme à femme à conquête. Ça, il a une certaine prestance, c'est un individu viril, il plaît. On lui dénombre depuis sa jeunesse pas moins d'une vingtaine de relations plus ou moins étroites. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Avec certaines jeunes femmes, donc on va les passer toutes en revue, toutes les interroger. Au fil des auditions de ses ex-compagnes, les enquêteurs sont stupéfaits. Il se dessine en creux le portrait d'un homme très inquiétant. Toutes sont d'accord pour dire que c'est un individu extrêmement violent, extrêmement impulsif. Certaines de ses compagnes diront qu'il pouvait lancer un verre à la figure, enfin avoir des pulsions de violence qui étaient quand même assez effrayantes. Et dont une qui dit qu'elle a eu 18 points de suture suite à une dispute assez violente. Une autre de ses compagnes va indiquer que, là encore, au moment de la rupture, les choses s'étaient mal passées, en ce qu'elle aurait été, sous la menace d'une arme, ligotée en forêt et passée à tabac par Jean-Marc Reiser. Qu'il aurait fait subir des violences pendant plusieurs heures. C'était vraiment un film d'horreur. Et donc elle a pensé, cette jeune femme, que sa dernière heure était arrivée aussi. Des témoignages accablants de violences conjugales, mais pas de viol, ni de plainte déposée. Là encore, Jean-Marc Reiser nie tout en bloc. Alors, les enquêteurs poursuivent leurs investigations et ils découvrent que leur suspect a une double personnalité. Elles vont toutes confirmer qu'elles n'ont pas été violées. Ce qui ressort de cette enquête sur sa vie sexuelle, c'est que c'est pas l'amant du siècle. Les différentes jeunes femmes le décrivent un peu paresseux. Olivier Vogel, journaliste à France Bleu Strasbourg. Un peu plan-plan, entre guillemets, plutôt pantouflard dans ces situations-là, sous son toit, dans un contexte conjugal. Les enquêteurs sont troublés, car la description de sa vie intime ne correspond pas aux photos retrouvées dans son coffre, ni au viol dont on l'accuse. Alors, qui est vraiment Jean-Marc Reiser ? Les enquêteurs se demandent si on n'a pas affaire à quelqu'un au double visage, qui aurait une vie sexuelle totalement classique, pour ne pas dire banale d'un côté, et qui, mis dans un autre contexte, pourrait être sujet à des pulsions totalement inavouables. Pour les policiers,
l'enquête est bouclée. Jean-Marc Reiser ne peut assouvir sa sexualité que dans la réalisation de fantasmes extrêmement violents. Il est renvoyé aux assises en 2001, 4 ans après son arrestation par les douanes. Et il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour 2 viols, celui de son ex-compagne, identifié sur une photo pornographique, et celui de la touriste allemande. Retour en septembre 2018. À la lecture du dossier Reiser, les policiers de Strasbourg qui enquêtent sur la disparition de Sophie Le Tan se posent une question. Leur suspect n'a-t-il pas le profil d'un pervers qui aurait tenté de piéger des jeunes filles avec de fausses annonces immobilières ? Et leurs soupçons sont relancés lorsqu'ils découvrent que Jean-Marc Reiser a aussi été impliqué dans une autre affaire de disparition à Strasbourg, bien avant sa condamnation pour viol. Le 8 septembre 1987, une jeune femme de 23 ans se volatilise. Elle s'appelle Françoise Aumann. Elle est vendeuse d'électroménager à domicile. Françoise Aumann travaille donc depuis quelques jours, elle travaille pour une marque d'aspirateur. Valérie Gletti, avocate de la famille Aumann. Et fait du porte-à-porte, ce qui était très répandu dans ces années-là. Ce jour-là, elle est donc dans le quartier de Haute-Pierre à Strasbourg, qui est un quartier avec de nombreux immeubles. Ensuite, Françoise Aumann disparaît sans laisser aucune trace. La police ouvre une enquête et reconstitue la dernière journée de Françoise. Tout part de cet immeuble dans lequel elle prospectait. Aurait-elle fait une mauvaise rencontre ? La police va interroger Éric Braun, avocat de Jean-Marc Reiser. les voisins un peu dans l'ordre dans lesquels les visites se sont effectuées. Il sonne à toutes les portes. Isabelle Aumann, sœur de Françoise Aumann. Et l'une dame qui habitait au rez-de-chaussée dit avoir vu ma sœur discuter avec son voisin aux alentours de 17h30, 18h. La dernière personne qui a été démarchée et chez qui François s'est rendu pour faire sa démonstration d'aspirateur n'est autre que monsieur Jean-Marc Reiser. Cette voisine de l'époque est formelle. Elle a vu rentrer Françoise chez Jean-Marc Reiser. Pour les enquêteurs, tout indique donc qu'il est le dernier à l'avoir vue vivante. Il est convoqué au commissariat et voici ce qu'il raconte aux policiers. Il a bien reçu Françoise pour une démonstration, mais elle serait repartie vers 18h15. Ensuite, il ne l'aurait jamais recroisée. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Ils perquisitionnent l'appartement de Jean-Marc Reiser. Pendant cette perquisition, ils n'y retrouvent ni le matériel, ni le corps, ni de traces de sang, rien qui puisse faire qu'on puisse l'accuser. Malgré tout, l'audition se poursuit et pour preuve de son innocence, Jean-Marc Reiser dispose d'un témoin clé. Sa compagne, qui, dit-elle, ne l'a pas quitté de la soirée. L'enquête sur la disparition de Françoise Aumann va durer des années, sans succès. Jusqu'au jour où l'alibi de Jean-Marc Reiser s'effondre. Sa compagne a menti, elle se rétracte. Il est renvoyé aux assises pour meurtre. Nous, on est persuadés que Jean-Marc Reiser a tué ma sœur. Là, c'est dur, c'est très dur. Et j'entends encore papa qui criait dans la salle. Vous êtes le diable, vous êtes le diable. Les débats sont intenses. Jean-Marc Reiser clame toujours son innocence. Et lorsque le jury rend son verdict, c'est la stupéfaction dans la salle d'audience. Reiser, au terme du procès en cour d'assises dans l'affaire Aumann, est acquitté. Cet acquittement implique qu'il est reconnu innocent. Valérie Gletti, avocate de la famille Aumann. C'est-à-dire que officiellement et définitivement, Jean-Marc Reiser est lavé de tout soupçon sur la disparition de Françoise Aumann et qu'on ne pourra jamais remettre en cause cette innocence. C'était pas un acquittement volé. Éric Braun, avocat de Jean-Marc Reiser. Ce dossier était vide, ou en tout cas insuffisant, pour rattacher Jean-Marc Reiser à la disparition de Françoise Aumann. Cet acquittement
anéanti la famille Homan. Pour eux, le crime de Françoise restera impuni. On n'a jamais retrouvé son corps et le deuil est impossible. Donc on quitte le tribunal. Comment on est arrivé en fait? On est dans le vide tout autant que toutes ces années passées à attendre. Et toujours rien, quoi. Retour en 2018. Après avoir épluché tout le passé judiciaire de Jean-Marc Reiser, les enquêteurs de Strasbourg sont troublés par la personnalité de leur suspect. Il y a d'abord, en 1987, la disparition mystérieuse de Françoise Homan, pour laquelle il a été acquitté en 2001. Ensuite, en 1995, il y a cette affaire de viol de la touriste allemande. Puis en 1997, la découverte des photos pornographiques et l'accusation de viol de son ex-compagne. Autant de faits criminels qui font de lui un prédateur sexuel. Alors est-il un dangereux récidiviste qui se serait acharné sur Sophie Le Tan? Ou est-il victime de son lourd passé qui en ferait un innocent injustement accusé? Jean-Marc Reiser, le principal suspect dans la disparition de la jeune étudiante Sophie Le Tan. Cet homme de 58 ans a déjà été impliqué dans de précédents dossiers criminels. En garde à vue, il a montré aux enquêteurs un sang-froid étonnant alors que tous les... 15 septembre 2018, Jean-Marc Reiser est en garde à vue et il nie toute implication dans la disparition de Sophie Le Tan. Alors, les enquêteurs perquisitionnent son appartement et dès leur arrivée, ils sont interpellés. Il y a quelque chose qui attire leur attention tout de suite. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est qu'il est situé de façon idéale. C'est une sorte de point d'observation, son appartement, par rapport à l'endroit où il est susceptible d'avoir donné rendez-vous aux 3 jeunes filles, et dont surtout à Sophie Le Tan. Et élément encore plus troublant, près de la fenêtre, on trouve une paire de jumelles. Cette paire de jumelles, à quoi elle peut servir? Est-ce qu'il observe les gens qui passent dans la rue? Olivier Vogel, journaliste à France Bleu Strasbourg. Un petit peu comme dans un mirador où on observerait son gibier. Oui, c'est quelque chose qui, évidemment, questionne les enquêteurs. Ils sont aussi intrigués par une odeur de javel. Tout est en effet d'une propreté irréprochable. Jean-Marc Reiser aurait-il cherché à effacer des preuves du passage de Sophie chez lui? Alors il passe tout l'appartement au Blue Star, un produit qui révèle les taches de sang, même nettoyées. Et là, coup de théâtre. Le produit met en évidence des traces de sang. Elles apparaissent pas n'importe où, elles apparaissent dans la salle de bain, sur le chauffe-eau et également dans la baignoire. Il y a des traces de sang. Gérard Velzer, avocat de la famille Le Tan. Dans les siphons de la salle de bain qui ont été démontés. On peut supposer qu'il y a eu une scène de violence dans cette pièce et particulièrement dans la salle de bain. Les policiers ignorent encore à qui appartiennent ces traces de sang. Elles sont donc envoyées immédiatement en analyse. Et quand le résultat tombe, l'enquête connaît un véritable rebondissement. La procureure en charge du dossier organise une conférence de presse. L'ADN de certaines traces prélevées dans cet appartement était effectivement attribué à Sophie Le Tan. Du sang de Sophie retrouvé en grande quantité, c'est une découverte de taille. Les enquêteurs en informent aussitôt la famille. Et il nous explique en gros qu'il y a peu d'espoir. Valentin, ami de Sophie Le Tan. Et qu'il faut presque se rendre à l'évidence. Que voilà. Qu'il y a peu de chances de la retrouver en vie. Et là, c'est très très dur. T'as l'impression que t'as le ciel qui tombe sur ta tête et... Un moment atroce.
quelque chose d'hors norme. T'as la sensation que tu vois ça dans des films, et alors que non, t'es dans la réalité. T'es dans la réalité et tu te dis, c'est un cauchemar. Les enquêteurs sont désormais persuadés de pouvoir confondre Jean-Marc Reiser. Le 5 octobre 2018, il est réentendu sur ses traces de sang. Ils veulent le mettre face à ses contradictions. Mais rien ne se passe comme prévu. Lui qui avait dit devant la photo de Sophie, je ne la connais pas, vient dire oui, je vous ai menti. Et donc là, il va donner une nouvelle explication. Il va dire qu'il a repéré cette jeune fille dans la rue, qui visiblement, elle s'était blessée à la main, elle saignait de la main. Et il lui a proposé de monter dans son appartement au 6e étage pour la soigner, la désinfecter. Et ensuite, elle est repartie et il ne l'a jamais revue. Et si leur suspect reconnaît avoir menti, c'est qu'il avait, selon lui, une bonne raison. Mais il se défend en disant que, vu ses antécédents, vu son casier judiciaire, il serait forcément suspecté en premier lieu et qu'en fait, il a effacé ses traces de sang pour qu'on ne le suspecte pas, parce qu'il a un peu le profil de l'emploi dans cette histoire. Il revendique haut et fort. Pierre Giuriato, avocat de Jean-Marc Reiser. Qu'il n'est pas en lien avec la disparition de Sophie Le Tan, ça c'est clair. La nouvelle version de Jean-Marc Reiser ne convainc pas les enquêteurs, mais ils n'ont pas d'éléments pour la contester. Alors, ils passent au crible son ordinateur, et l'analyse révèle qu'il a bien posté une annonce immobilière, contrairement à ce qu'il avait affirmé. Là, il leur dit, oui, j'ai posté une petite annonce, mais je suis moi-même locataire, je voulais sous-louer mon appartement, et je sais que c'est illégal de faire ça quand on est locataire, de sous-louer mon appartement, et j'ai eu peur. Donc il a décidé de ne pas répondre à ces annonces, de poser parfois même des lapins au rendez-vous qui était fixé, étant donné qu'il avait cet objectif-là de sous-louer un logement, un logement social en plus, donc il savait que c'était interdit. En audition, le prévenu répond avec aplomb. Il a toujours une explication qui tient la route. Mais il est loin de convaincre la famille. Si Sophie était effectivement blessée, Laurent Tran Van Mang, cousin de Sophie Le Tan. elle serait tout de suite allée à l'hôpital, mais ne serait pas montée, en tout cas comme ça, parce que Jean-Marc Reiser lui a proposé. C'est complètement irréaliste. Le volume de sang qu'il y a eu ne correspond absolument pas avec cette fantaisiste version de M. Reiser. Pour la famille, il s'enlise dans le mensonge. Il va dire, non mais, j'avais pas voulu dire que j'avais passé une annonce dans le Bon Coin parce que je sous-louais et j'ai pas le droit de sous-louer. Gérard Welzer, avocat de la famille Le Tan. Voici quelqu'un qui est accusé d'assassinat et qui vient se préoccuper d'être poursuivi pour une sous-location qu'il n'aurait pas le droit de faire. C'est ridicule, mais c'est du Reiser dans le texte. Jean-Marc Reiser persiste. Il n'a rien fait de mal à Sophie Le Tan. Mais ses explications ne sont pas convaincantes. Il est mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Et l'enquête continue. Plusieurs analyses ADN sont en cours et la police espère une preuve irréfutable. Pour la famille Le Tan, la culpabilité de Jean-Marc Reiser ne fait aucun doute. Ils imaginent même un scénario pour cette journée fatale du 7 septembre 2018, celle où Sophie s'est volatilisée. On imagine la jeune fille sortir de son travail de l'hôtel le matin, un peu après 7 heures. Elle prend le tram, elle se rend à Chittigam. Ce jour-là, Sophie doit rencontrer quelqu'un pour louer un appartement. Et donc, c'est très innocemment qu'elle se rend au point de rendez-vous. Elle échange des messages avec sa sœur Sylvie.
À 9h, Sophie envoie une photo d'elle. Ce sera son dernier message. Sophie est à ce moment-là au 54 route de Bichevillers, en face de chez Jean-Marc Reiser. Et la famille en est persuadée. Depuis sa fenêtre, il l'aurait observée avec des jumelles. En fait, ces jumelles, selon les policiers, servaient à M. Reiser à choisir sa proie. Et ce jour-là, lorsque Sophie s'est présentée, visiblement, il a dû la regarder avec des jumelles. Il lui a ouvert. Sophie serait entrée dans l'immeuble. Elle serait montée au 6e étage. Sur le palier, Jean-Marc Reiser. Et c'est là que Sophie serait tombée dans un piège fatal. Ce qui se dessine et ce que redoute évidemment la famille, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. c'est qu'il s'en soit pris à la jeune fille, qu'il est peut-être drogué. On imagine qu'il n'a pas pu contrôler ses pulsions sexuelles et qu'il a voulu assouvir ses fantasmes. Et vu son profil de prédateur sexuel, on peut supposer qu'il ait abusé d'elle et qu'il se soit débarrassé d'elle, possiblement dans l'appartement. Selon la famille, après avoir tué Sophie, Jean-Marc Reiser aurait cherché à faire disparaître son corps. Il aurait ensuite nettoyé soigneusement tout son appartement. D'après les proches de Sophie, tout accable le suspect. Mais pour la défense, les preuves manquent cruellement. On n'a pas de corps, on n'a pas de possibilité de faire une autopsie sur ce corps. Pierre Giuriato, avocat de Jean-Marc Reiser. On n'a pas donc de possibilité de savoir s'il y aurait eu des agressions sexuelles. Donc là, ce qu'on sait juste, c'est que Sophie Le Tan a disparu, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui visent Jean-Marc Reiser, mais après, le scénario précis de ce qui s'est passé, là, c'est encore beaucoup de mystère. L'enquête piétine. Des indices, des soupçons, mais aucune preuve. Et un Jean-Marc Reiser sûr de lui, qui réfute un à un tous les éléments de l'accusation. Mais le jeudi 28 mars 2019, 6 mois après son arrestation, tout s'accélère. La juge d'instruction convoque Jean-Marc Reiser au palais de justice et le questionne pendant 8 heures d'affilée. Une dernière analyse ADN vient de tomber et elle est particulièrement glaçante. Pour la première fois, il n'a pas de réponse. Il semble déstabilisé. À l'extérieur du palais, la famille attend. Elle ignore ce qui est en train de se jouer. À la sortie des avocats, Valentin, ami de Sophie Le Tan. ils expliquent que dans la dernière analyse, on a retrouvé des traces d'ADN sur une scie. C'est dur. On n'a pas 36 000 scénarios. Laurent Tran Van Mang, cousin de Sophie Le Tan. Lorsqu'on apprend qu'on trouve du sang sur une scie à métaux, c'était un énorme choc. Énorme choc et j'ai dû l'annoncer donc au père qui était là ce soir-là. On n'imagine pas l'émotion à ce moment-là, qui est terrible, qui est tout bascule, tout tourne autour de soi. Il a dû s'asseoir, le père, parce qu'il reprenait pas ses esprits, tout simplement. Il savait très bien ce que ça voulait dire. Le père de Sophie, à ce moment-là, il est abattu. Il est abattu. Et là, ça te remet un sérieux coup sur la tête. T'es replongé dedans. Et tu craques. Tu craques. Et tu t'imagines les pires choses. Pour la famille,
ces traces ADN de Sophie retrouvées sur le manche de la scie laissent peu de place au doute quant au sort qui lui a été réservé. Mais l'avocat de la défense demande une contre-expertise. Il évoque la possibilité d'un transfert ADN. Selon lui, Jean-Marc Reiser, après avoir soigné Sophie, aurait pu transporter de son sang sur la scie, en bricolant. Cet argument convaincra-t-il la juge d'instruction en charge du dossier ? Le 16 mai 2019, 8 mois après l'arrestation de Jean-Marc Reiser, la police annonce la fin des recherches de Sophie. Mais la famille garde espoir de retrouver son corps. Chaque week-end, ses parents et des bénévoles ratissent tous les bois de la région. On espère tous connaître la vérité. Justine Ngov, amie de Sophie Le Tan. De l'entendre avouer, de dire où elle est et de pouvoir faire notre deuil. Le fait de retrouver la trace de Sophie, ça permettrait à la famille de faire son deuil. Même si le mal y est déjà fait et la douleur, elle restera à vie. Je pense que c'est important de savoir la vérité et je remercierai jamais assez les personnes qui se mobilisent autour de sa recherche. Fin octobre 2019, et alors que les espoirs de la famille s'amenuisent, un coup de théâtre vient relancer l'enquête. Un gendarme, se promenant dans la forêt de Rossheim, à 40 km de Strasbourg, fait une macabre découverte. Une tête et quelques mètres plus loin, des restes humains vraisemblablement découpés à la scie. S'agit-il du corps de la jeune étudiante ? Le 27 octobre 2019, la terrible nouvelle tombe. Le corps retrouvé dans une forêt du Bas-Rhin est bien celui de Sophie Le Tan. La jeune femme avait disparu en septembre 2018, le jour de ses 20 ans. Alors qu'elle visitait un appartement, l'auteur de l'annonce immobilière, Jean-Marc Reiser, est le principal suspect. Un choc pour la famille, mais aussi un espoir qui renaît. C'est un léger soulagement, si on peut parler de soulagement. Même si nous avons retrouvé Sophie, ça ne suffit pas. On a vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé pour vraiment faire le deuil comme il faut. Cette découverte devrait relancer les investigations autour de Jean-Marc Reiser et permettre un renvoi aux assises pour enfin connaître la vérité. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Christelle Blétry. C'est l'histoire d'une jeune fille retrouvée lardée de 123 coups de couteau au bord d'un chemin en décembre 1996, près de Dijon. C'est aussi l'histoire de la ténacité d'une mère sans qui l'enquête n'aurait sans doute jamais abouti. Pas moins de 27 suspects vont successivement se retrouver dans le collimateur de la police. En vain. Mais c'était sans compter sur l'acharnement de Marie-Rose, la maman de Christelle. Pendant toutes ces années, elle va se battre sans relâche pour que le dossier ne soit pas abandonné. Et cela va finir par payer. Qu'est-il arrivé à la jeune femme ? Et quel est le scénario de ce terrible drame ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Décembre 1996, dans l'est de la France. La nuit est tombée et il fait froid en ce début d'hiver. Un automobiliste rentre chez lui après sa journée de travail. Dans la lueur de ses phares, il aperçoit une jeune fille sur le trottoir. Elle marche seule dans les rues désertes de ce village endormi. Soudain, l'homme s'arrête brutalement et la force à monter dans sa voiture.
puis il l'a conduit à l'abri des regards avant de l'agresser sauvagement. Qui est cette jeune femme? Et pourquoi cet homme s'en est-il pris à elle? C'est le début d'une histoire terrifiante qui va conserver tous ses secrets pendant près de 20 ans. Tout commence à Blanzy, en Saône-et-Loire. Située au sud de la Bourgogne, cette localité compte à peine 4000 habitants. Blanzy, on est vraiment au milieu des champs, avec les vaches. Michel Fine, journaliste, police-justice. Des vaches autour, une grande rue au milieu, des petites maisons, des petites boutiques. Petite commune initialement agricole comme beaucoup. Bruno Nicole, avocat de la défense. Est devenu résidentiel par la force de l'urbanisation et puis des points d'emploi proches. On est à 2 pas de Montceau-les-Mines. Voilà, c'est un village tranquille, sans histoire. C'est ici, à Blanzy, que la famille Blétry réside depuis toujours. Ce couple marié avec ses 3 enfants fait en quelque sorte partie du paysage. La famille Blétry, c'est une famille de Français moyens qui s'est installée là de longue date. Jean-Marc Ducos, journaliste au Parisien. C'est une famille bien connue, c'est une famille tout à fait normale. Voilà. En cette année 1996, la fille aînée du couple Blétry vient tout juste d'avoir 20 ans. Elle s'appelle Christelle. C'est plutôt une jolie fille, elle a des cheveux mi-longs, elle est brune, elle a une jolie bouche, elle s'habille, elle est coquette. Il y a des amis qui cultivent l'amitié, sportive. Thierry Dromard, journaliste au journal de Saône-et-Loire. Elle a joué au basket, elle a fait du tennis, je crois même qu'elle a fait du cheval. Très attachée à sa famille, Christelle est particulièrement proche de sa maman. Marie-Rose Blétry se souvient avec émotion du sourire et de la joie de vivre de sa fille. Quelqu'un de généreux. Oui, elle avait son caractère, mais elle était tellement gentille que je pense que la plupart du temps... Marie-Rose Blétry, maman de Christelle. Elle riait beaucoup, elle s'amusait de tout, Christelle. C'est une fille extrêmement joviale, extrêmement sympa, qui rigole tout le temps, comme sa mère d'ailleurs. Malgré l'insouciance de ses 20 ans, Christelle pense aussi très sérieusement à son avenir. Scolarisée en lycée professionnel, elle rêve de devenir puéricultrice. Christelle, c'est une jeune fille donc sage. Bernard Homé, ami de la famille Blétry. Quand elle sortait pour avoir des copains, elle le disait à ses parents. Ainsi s'écoule l'existence de Christelle Blétry. Une jeune femme très épanouie, entourée par sa famille et promise à un avenir heureux. Jusqu'à la fin décembre 1996. C'est la période des fêtes de fin d'année. Et ce jour-là, il fait très froid sur Blanzy. Le 28 décembre au matin, Marie-Rose Blétry se lève. Avec mon mari, on prend notre petit déjeuner et Myriam, ma deuxième fille, se descend et nous dit que Christelle n'est pas rentrée. Pour Marie-Rose, voilà qui ne ressemble pas à sa fille. Christelle devait passer la soirée chez des amis, à l'autre bout de Blanzy. Et bien sûr, rentrer chez elle ensuite. Moi, je suis pas bien, quoi. Mon mari essaie tout de suite de me calmer en me disant « Mais t'inquiète pas, elle est restée dormir chez les amis. » Mais je lui dis « Mais c'est pas dans ses habitudes, c'est pas Christelle, elle le fait pas, ou alors elle nous prévient, quoi. » Et ce qu'elle va faire d'abord, c'est d'appeler les amis chez qui se trouvait Christelle la veille au soir, pour savoir où Christelle a bien pu passer la nuit. À l'autre bout du fil, les amis sont formels.
Christelle était bien avec eux la veille au soir. Mais elle a quitté les lieux aux environs de minuit. Marie-Rose s'interroge. Sa fille aurait-elle été victime d'un malaise ou d'un accident sur le chemin du retour ? Après, donc, comme j'étais très inquiète, je continue et j'appelle donc du coup les hôpitaux. Et là, on me dit qu'aucune jeune fille n'est rentrée à l'hôpital la nuit. Donc c'était pas ça. Donc j'appelle ensuite le commissariat de Mousseau-les-Mines et là on me dit que je me débrouille par moi-même puisque ma fille est majeure et vaccinée. Donc elle prend la voiture, elle demande à son frère, qui est l'oncle de Christelle, de venir avec elle. Et ils vont faire un tour dans les environs, dans la ville, pour voir s'il n'y a pas de nouvelles. Et ils vont rien trouver. Malheureusement, aucune trace de Christelle sur l'itinéraire qu'elle aurait dû prendre pour rentrer. La jeune femme s'est tout simplement volatilisée. Non seulement Marie-Rose a des raisons d'être inquiète, Christelle avait 1,5 km à faire à pied, elle n'a pas de nouvelles, mais en plus elle a un pressentiment. Elle sait qu'il s'est passé quelque chose. Elle était en train de rentrer vers minuit et demi, elle n'est pas rentrée à la maison et on ne sait plus à qui s'adresser pour la rechercher. Donc je rappelle le commissariat. Les forces de l'ordre lui demandent alors de venir au poste pour signaler la disparition de sa fille. La mère de Christelle est loin d'imaginer ce qui l'attend sur place. Et là, elle voit arriver un monsieur qu'elle connaît, c'est le facteur. Et le facteur, il s'avance, il est tout blanc, il est décomposé, et il va à l'accueil du commissariat et il dit « Je viens pour le corps de la jeune fille que j'ai retrouvée ce matin. » Et là, Marie-Rose, tout d'un coup, elle comprend. Et elle va vers le facteur, et le facteur, il reste figé, et il ne sait pas quoi lui dire. Il me regarde, là, à ce moment-là, je la regarde, je lui dis Mais vous parlez de ma fille ?» Et le pauvre facteur n'a pas pu me répondre. Alors lui, on l'a emmené tout de suite ailleurs. Imaginez dans l'état où on peut être, où je peux être. Ce corps est-il vraiment celui de Christelle ? Marie-Rose presse de questions les agents qui refusent de lui en dire davantage pour le moment. Effondrée, elle rentre chez elle, en attendant des nouvelles. Ce n'est que le lendemain matin que tout bascule. Elle découvre enfin la vérité en ouvrant le journal. C'est la presse qui me fait comprendre que Christelle a été assassinée de 113 coups de couteau. On n'avait pas compris, puisque ni au commissariat, ni à l'hôpital, personne ne nous a dit que Christelle avait été assassinée. La gestion de cette affaire par la police, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très glorieux. Plus de 100 coups de couteau. Après 24 heures d'angoisse et d'incertitude, la famille de Christelle Blétry est frappée de plein fouet par la terrible nouvelle. Et très vite, ce fait divers sordide fait la une de l'actualité régionale. Madame, Monsieur, bonsoir. Plusieurs personnes entendues aujourd'hui par les enquêteurs après le meurtre d'une jeune femme de 20 ans à Blanzy en Saône-et-Loire. Ce soir, on en sait davantage sur les circonstances exactes de ce drame. Le meurtrier se serait notamment acharné sur sa victime. Face à ce crime hors du commun, l'enquête est aussitôt confiée à la police judiciaire de Dijon. Parmi ces enquêteurs aguerris,
le commandant Yves Carry. Et très vite, les investigations s'annoncent difficiles. Il n'y avait pas de vidéo à cette époque. C'est un village, ça part plutôt mal. Yves Carry, commandant de police au SRPJ de Dijon. On n'a pas de témoins évidents, on n'a pas de témoins directs. La commune de Blanzy est une commune semi-rurale. Jean-Marc Ducos, journaliste au Parisien. Et après minuit, il n'y a personne dans le village et encore moins sur ce chemin qui mène à une ferme un peu isolée. « 30 décembre 1996. Alors que l'onde de choc se propage, le rapport d'autopsie du corps arrive sur le bureau des policiers. Et la première chose qui les frappe, c'est l'extrême violence de ce meurtre. On va s'apercevoir qu'il est trouvé d'une multitude de perforations dues à une arme blanche. Ce qui frappe, c'est le nombre de coups de couteau. Il y en a partout. Michel Fine, journaliste, police-justice. Il y a des coups de couteau sur la tête et il y a des coups de couteau sur les mains, ce qui veut dire que la victime a essayé de se protéger. Après examen complémentaire, ce ne sont pas 113, mais 123 coups de couteau que le légiste dénombre sur le cadavre. Sans pour autant y relever de traces de violence sexuelle. Le fait qu'elle soit habillée et apparemment, comme disent les policiers, sans désordre vestimentaire... Thierry Dromard, journaliste au journal de Saône-et-Loire. On va penser qu'il n'y a pas eu de viol non plus. Le médecin légiste nous dit qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle sur Christelle Blétry. Donc en fait, on ne cherche pas de prédateur sexuel à cette époque. Parmi les enquêteurs, l'autre interrogation porte sur l'endroit où la victime a été retrouvée. Pourquoi a-t-elle été découverte si loin de l'itinéraire qu'elle aurait dû emprunter? A-t-elle été enlevée avant d'être agressée? Son corps a-t-il été déplacé? Le corps de Christelle Blétry, il est retrouvé sur un petit chemin à 2 km à la sortie de Blanzy. Le lieu de découverte du corps laisse supposer qu'elle a sans doute été prise en charge, alors peut-être par une voiture, une camionnette, une moto, ou déposée là. À ce moment-là, personne ne sait. À moins que Christelle ait accepté de son plein gré de se faire accompagner. Les policiers en doutent, car selon son entourage, ce scénario semble inconcevable. Il aurait été très surprenant, vu la personnalité de Christelle Blétry, qu'elle accepte de monter dans un véhicule avec un inconnu. Non, Christelle ne serait jamais montée avec un inconnu spontanément comme ça, je veux dire. Jamais, jamais. Dans ce cas, Christelle connaissait-elle son agresseur? Son meurtrier se cacherait-il parmi les habitants de Blanzy? Pour les enquêteurs, voilà qui pourrait tout changer. Et dans le village, la psychose commence à s'installer. C'est pas une ambiance délétère, mais je veux dire que pendant un moment... Bernard Homé, ami de la famille Blétry. Je sais pas combien de temps ça a pu durer, mais on se regardait tous un petit peu en chien de faïence. Les filles n'osaient plus sortir, tout le monde avait peur. Quand elles sortaient, elles étaient raccompagnées. Et ça a gelé le village, quoi. Ça a effrayé tout le monde. Ça a été terrible. De leur côté, les policiers multiplient les auditions, surtout dans l'entourage de Christelle Blétry. Selon eux, vu l'acharnement avec lequel elle a été poignardée, l'agresseur devait certainement la connaître. Évidemment, on a pensé à une piste d'un proche, soit un petit ami, soit quelqu'un de la famille, enfin quelqu'un qui avait un rapport direct avec cette jeune femme. C'est vrai qu'à la vue de ce déchaînement de violence dont elle a été la victime, on peut penser qu'il pourrait s'agir d'un crime passionnel, suite à une rupture, comme ça peut arriver, voilà. En creusant cette hypothèse,
Une première piste se dessine. Celle du dernier petit ami de la jeune femme. Il habite justement la commune de Blanzy. Christelle Blétry, au moment où se passent les faits, elle a une vie sentimentale qui est un peu agitée, qui est un peu compliquée. Elle est tombée sur un type pas très intéressant. Et le type lui a fait peur parce qu'elle a rompu et il l'a suivi en voiture. Donc les derniers temps, elle était très très inquiète de ce qui pouvait se passer. Pour quelles raisons Christelle Blétry se sentait-elle menacée? Les enquêteurs doivent en avoir le cœur net. Alors ils font des recherches sur cet ancien petit ami, prénommé Laurent. On va apprendre assez vite qu'il l'aurait menacé d'un couteau pour tenter de lui faire accepter une relation sexuelle à trois. Et donc, tout de suite, l'enquête va s'orienter vers ce jeune homme. Il présentait un certain nombre de comportements à l'égard de Christelle Blétry. Bruno Nicole, avocat de la défense. Laissant penser qu'il pouvait être l'auteur. Aurait-il pu suivre la jeune femme cette fameuse nuit? L'aurait-il forcé à monter dans son véhicule avant de la massacrer à l'arme blanche? Pour la police, comme pour la famille de Christelle, c'est une piste très sérieuse. Et puis on va se rendre compte que le soir du meurtre, ce petit ami en question, cet ex-petit ami, a un alibi. Il a un alibi en béton parce qu'il était avec sa nouvelle copine. Ils ont passé la soirée ensemble et ils ont fini en boîte de nuit. Donc très vite, il va être mis hors de cause. Il ne peut pas être le meurtrier de Christelle. L'ex-petit ami de Christelle est ainsi innocenté. Sans aucune autre piste concrète à ce stade, l'enquête s'enlise. Au grand désespoir de Marie-Rose, qui n'a toujours pas de réponse. Mais pour elle, pas question de baisser les bras. Je comprenais pas qu'on veuille pas nous recevoir, il faudrait quand même qu'on nous explique, quoi. Marie-Rose Blétry, maman de Christelle. Ma fille a été assassinée, je veux tout savoir de l'enquête. Ça va être le combat d'une femme, Marie-Rose Blétry, la maman de Christelle, qui va être soutenue par ses voisins, ses amis, qui tous vont constituer une association pour lui venir en aide. Autour de son ami Bernard Romay, qui deviendra président de l'association, l'élan de solidarité est immédiat. Marie-Rose et ses amis sillonnent les villages de Saône-et-Loire. Quand on a vu un petit peu la désolation de la famille, on a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. L'assassinat de Christelle a eu lieu donc le 28 décembre et l'association Christelle s'est mise sur les rails légalement en mars 1997. En hiver, l'association organise des balles dansants. Donc ils font venir tous les gens de Blanzy, il y a des repas, on mange, ensuite on danse et l'argent est donné à l'association. L'écho médiatique se propage pour aider cette maman qui se bat pour retrouver l'assassin de sa fille. Les actions de l'association Christelle sont à chaque fois relayées par la presse. Et cela donne un coup d'accélérateur inattendu à l'affaire. Plusieurs familles de la région prennent contact avec Marie-Rose. Et pour cause, elles sont plongées dans la même détresse. On s'aperçoit peu à peu que dans la région de Saône-et-Loire, Jean-Marc Ducos, journaliste au Parisien. Il y a de nombreux cas d'affaires de jeunes femmes tuées et qui ne sont pas résolues. Oui, au moment de la mort de Christelle, on est à presque une dizaine de meurtres de jeunes femmes non élucidées. Thierry Dromard, journaliste au journal de Saône-et-Loire. L'association va agréger plusieurs parents de ces victimes. Au total, une demi-douzaine de crimes non résolus en 15 ans dans ce seul département de Saône-et-Loire. Pour toutes ces familles en souffrance,
c'est le choc. Et si ces meurtres étaient l'œuvre d'un seul et même tueur? Un criminel en série sévirait-il en toute impunité dans cette région? La piste d'un tueur en série, elle est tentante. Cet endroit autour de Blanzy, Châlons, Montceau-les-Mines, on l'a appelé le triangle de la mort. C'est vrai que c'était un endroit où il se passait des choses extrêmement inquiétantes. Est-ce qu'il y a un vendangeur du crime, un faucheur du crime qui est à l'origine de toutes ces affaires? Peut-être. Pour Marie-Rose et pour l'association, une seule priorité maintenant. Se donner les moyens de faire toute la lumière sur ces meurtres mystérieux. La stratégie de Marie-Rose Blétry, c'est de trouver des financements pour financer un avocat qui est déjà bien impliqué dans des dossiers de cold case. Cet avocat n'est pas n'importe qui. C'est un ténor du barreau parisien. Son nom, Didier Seban. Lui et sa collaboratrice, Corinne Herman, sont les spécialistes des affaires criminelles non résolues. À leur actif également, la traque de plusieurs tueurs en série. Enfin, on était écoutés, on avait l'impression quand même qu'on mettrait tout pour résoudre ces dossiers, quoi. Le pari de Didier Seban et de Corinne Herman, c'est de s'appuyer aussi sur les progrès de la science. En matière de recherche génétique, les progrès en 10 ans, ils ont été spectaculaires. Et c'est dans ces scellés, souvent dans ces scellés oubliés, que l'on retrouve l'origine du crime. Janvier 2006. Près de 10 ans se sont écoulés depuis le meurtre de Christelle Blétry. Par chance, les vêtements qu'elle portait le soir de sa mort ont été précieusement conservés. Pour ses proches, pour les autres familles de victimes, c'est une certitude. Après tant d'années d'enquête qui n'ont rien donné, la vérité ne pourra surgir que de l'ADN. Dès lors, ils en appellent au plus haut sommet de la justice. Les familles de 6 jeunes filles assassinées entre 86 et 99 étaient reçues aujourd'hui précisément au ministère de la Justice. Elles réclament davantage de moyens pour les investigations. Marie-Rose Blétry et ses avocats sont reçus au cabinet du garde des Sceaux. Pour eux, il serait impensable d'abandonner le combat, quitte à en faire une affaire d'État. Il faut avancer, quoi. Je veux dire, on ne peut pas se permettre d'attendre maintenant aussi longtemps, surtout quand on apprend que les vêtements ne sont pas analysés entièrement. La justice est en échec dans cette affaire. Didier Seban, avocat des parties civiles. Parce que nous sommes convaincus que c'est de cela que dépend le succès de l'enquête sur ces crimes. La mère de Christelle et son association parviendront-ils à faire entendre leur voix ? Les mois passent et rien ne bouge. Mais alors que l'espoir s'amenuise inexorablement, un événement va venir tout changer. Été 2008, 12 ans après la mort de Christelle Blétry, un nouvel enquêteur venu de Paris intègre les rangs de la police judiciaire de Dijon. Il s'appelle Raphaël Nedilko. Raphaël Nedilko, c'est un policier atypique. C'est d'abord un personnage. Il a la carrure d'un rugbyman. Il a le verbe d'un homme de théâtre. C'est un type qui est arrivé dans le Saint des Saints, c'est-à-dire la brigade criminelle, la crime, le 36 quai des Orfèvres, qui sont normalement les meilleurs limiers en matière d'enquête criminelle. Et là, il a tout appris. Du tristement célèbre gang des barbares, en passant par de nombreux homicides, Raphaël Nedilko a l'expérience des affaires les plus sensibles. Et c'est à lui, l'ancien de la brigade criminelle, que l'on confie le dossier Christelle Blétry.
Ce qui était important, c'était de vraiment plonger de façon jusqu'au boutiste dans le dossier. Raphaël Nedilko, brigadier chef au SRPJ de Dijon. Cela impliquait déjà de regarder le dossier, de l'analyser de façon très critique avec un œil neuf. Il a repris l'enquête à son compte et il a tout refait de A à Z. Le policier se plonge dans plusieurs dossiers de crimes non élucidés, dont celui de Christelle Blétry. Même si cette affaire est ancienne, il décide de ne rien laisser au hasard. Il va reprendre les mains courantes du commissariat local pour voir si les policiers n'ont pas noté quelque chose qui permettrait de relier le meurtre de Christelle à quelqu'un qui serait passé à travers, quoi. Il va s'y impliquer vraiment énormément, peut-être avec son cœur. Il va parfois renier sur ses vacances. Donc c'est un bon. C'est un bon et forcément, ça relance l'espoir du côté de la famille. Pendant 5 ans, malgré la détermination de ce policier, l'affaire Christelle Blétry fait toujours du surplace. Pour sa famille, le calvaire continue. En 2013, cependant, l'arrivée d'une nouvelle juge d'instruction dans ce dossier bouleverse la donne. Elle consulte aussitôt les avocats des parties civiles et bien sûr, le chef d'enquête, Raphaël Nedilko. Entre eux, naît une association qui va finir par porter ses fruits. C'est l'alignement des bonnes étoiles. Jean-Marc Ducos, journaliste au Parisien. Entre le cabinet Seban, Marie-Rose Blétry, une juge d'instruction coopérative et un enquêteur hors pair. C'est ce que je dis, il faut, pour réussir une mayonnaise... Marie-Rose Blétry, maman de Christelle. Il faut tous les ingrédients et je pense que là, on les avait. Marie-Rose Blétry le pressent. Après 16 ans d'un combat désespéré, l'heure de vérité a peut-être sonné. Il n'est plus question de lâcher la pression sur cette juge d'instruction. Et elle a en face d'elle des avocats, Didier Seban et Caroline Herman, qui lui demandent d'analyser les scellés. Thierry Dromard, journaliste au journal de Saône-et-Loire. On sait qu'à l'époque, ça coûte 220 000 €. C'est pas une petite dépense. Je me suis dit, là, c'est bon, ça suffit. Là, il faut que les vêtements soient analysés. C'est ce que je veux, et c'est ce que je veux, et c'est ce que je veux. J'insiste, voilà. Marie-Rose devra encore attendre quelques mois. Mais au début de l'été 2014, tout s'accélère enfin. La justice ordonne l'examen scientifique complet des vêtements de Christelle Blétry. Pour Raphaël Nedilko, comme pour son supérieur, le commandant Yves Carry, c'est l'opération de la dernière chance. Même si on a confiance en l'évolution des techniques scientifiques, c'est quelque chose qui doit être fait mais qui est un peu désespéré. On dit c'est maintenant ou jamais. Tout ce que l'on veut, c'est que le laboratoire prenne son temps, justement. Yves Carry, commandant de police au SRPJ de Dijon. Et qu'il analyse de façon minutieuse ses vêtements et de façon à pouvoir en ressortir un profil ADN. Famille, enquêteurs, magistrats, tout le monde retient son souffle. Les précieux scellés sont confiés aux responsables du laboratoire de génétique de Bordeaux. En France, c'est l'un des plus performants en matière de recherche ADN. Il va prendre un vêtement et il va quadriller ce vêtement endroit envers en faisant des petits côtés de 3 cm². Michel Fine, journaliste, police-justice. Et il va prendre des prélèvements sur chacun des carrés. C'était à l'époque et encore aujourd'hui la technique la plus avancée en termes de précision, de minutie, de recherche biologique sur un scellé judiciaire. Alors cette méthode révolutionnaire va-t-elle tout changer ? Pourra-t-on un jour mettre un nom sur le meurtrier de Christelle ?
Siège de la police judiciaire de Dijon, 48 heures plus tard. Le téléphone retentit dans le bureau de Raphaël Nedilko. Au bout du fil, la juge d'instruction. Déjà, elle me demande de m'asseoir, puisqu'il faut imaginer quand même qu'on est en 2014 et que les faits ont lieu en 1996. Elle me dit, monsieur Nedilko, asseyez-vous, vous êtes prêt? On a trouvé un ADN. Un seul ADN, il n'y en a pas d'autre. C'est un homme. Déjà, très bonne nouvelle. Alors, ce qui est plus surprenant pour nous, c'est qu'il isole à partir de sperme. Les hommes de la PJ n'en reviennent pas. Car jamais l'autopsie réalisée au lendemain du crime n'avait révélé la présence de sperme. Ni la moindre trace d'agression sexuelle. Les enquêteurs de l'époque, de 1996, sont passés complètement à côté. Ils en ont conclu qu'elle n'avait pas été violée. Là, 17 ans après, on retrouve du sperme, on se rend compte que Christelle Blétry a été violée. Et c'est pas du tout la même histoire. C'est un tournant dans l'enquête, c'est la première fois, c'est vraiment la première fois que ce crime prend une connotation sexuelle. Passé la surprise, les policiers se concentrent sur l'essentiel. La découverte de cet ADN masculin sur plusieurs vêtements de la victime. Ce résultat du laboratoire de Bordeaux est inespéré pour l'enquête. C'est la première fois que, enfin, on a quelque chose qui arrive, une piste très sérieuse. Une explosion de joie. Contenue, bien évidemment, mais une explosion de joie. Raphaël Nedilko, brigadier chef au SRPJ de Dijon. Et surtout, un regain phénoménal d'énergie pour tout ce qu'il va falloir mettre en place après, puisque là, après, il faut enfoncer le clou. Immédiatement, pour les enquêteurs, une seule question. Ce profil ADN figure-t-il, oui ou non, au fichier national des empreintes génétiques? Moins de 24 heures plus tard, la réponse tombe. Le résultat est formel. Cet ADN est connu des services de police. C'est celui d'un homme de 45 ans. Il s'appelle Pascal Jardin. Et il est justement originaire de Saône-et-Loire. C'est rapide, c'est inespéré, c'est formidable. Je vous laisse imaginer ce que peut ressentir un enquêteur tant d'années après les faits. On est dans les starting blocks. Donc à partir de là, c'est la phase de vérification sur l'intéressé et tout y passe. Les policiers toucheraient-ils enfin au but? Ils constatent que Pascal Jardin, au moment du crime, ne vivait pas n'importe où. Il résidait en plein cœur de Blanzy, soit à moins de 3 km du lieu de découverte du corps de Christelle. En fouillant son passé, ils se rendent compte qu'à l'époque, leur suspect était un homme d'apparence très ordinaire. Pascal Jardin, en 1996, il est marié, il est père de famille, il a 2 garçons, il a plutôt une bonne situation professionnelle, il est cadre dans une société de produits de bouche surgelés. C'est quelqu'un qui a été perçu comme un bon professionnel. Bruno Nicole, avocat de la défense. Mais dans sa biographie, je dirais, c'est une biographie d'un homme normal, lambda, qui n'attire pas particulièrement l'attention. À ce stade-là, on essaye d'abord d'être discret. Il faut que personne ne sache qu'on a identifié quelqu'un à partir de l'ADN. C'est donc dans le plus grand secret que les enquêteurs se penchent sur le cas Pascal Jardin. Même Marie-Rose, la mère de la victime, n'est pas informée de cette avancée spectaculaire. Dijon, juillet 2014. Nouvelle interrogation pour la police judiciaire. Le nom de Pascal Jardin est-il déjà apparu dans l'enquête? La réponse est non, et rien ne paraît le relier à Christelle Blétry.
À l'époque, Pascal Jardin n'a aucune raison d'être entendu parce qu'il n'a aucun lien avec la jeune fille. Jean-Marc Ducos, journaliste au Parisien. Il n'a pas de passé criminel connu, donc il passe complètement sous les radars. Et c'est rassurant quelque part, parce que qu'est-ce qui aurait été le plus douloureux à vivre ? Avoir affaire à un inconnu ou avoir affaire à quelqu'un de connu qu'on a éclusé et qu'on a remis en liberté, sans arriver à prouver que c'était lui l'auteur des faits. Pour les policiers, la priorité est donc de rassembler un maximum d'informations sur ce Pascal Jardin. Et très vite, ils comprennent que cet homme n'est pas aussi lisse qu'il y paraît. Pascal Jardin, il est au fichier national des empreintes génétiques pour une affaire qui remonte à décembre 2004. Et c'est une affaire très intéressante. Parce que cet homme a été condamné en décembre 2004 pour une agression sexuelle commise sur une jeune femme, Magali. C'était à Chalon-sur-Saône, 10 ans auparavant. En exhumant ce vieux dossier, le SRPJ découvre que l'homme semble méthodique et qu'il ne manque pas d'imagination pour piéger sa victime. On ne sait comment il a repéré dans un immeuble Magali. Il va la voir. Thierry Dromard, journaliste au journal de Saône-et-Loire. Il se fait passer pour un plombier de l'office HLM qui vient inspecter les installations. Et il lui dit, bon, je sais que vous avez un problème dans la salle de bain, je reviens. La semaine suivante, Pascal Jardin frappe à nouveau chez Magali. La jeune femme lui ouvre sans se méfier. Sauf qu'elle va connaître l'une des pires frayeurs de sa vie. Et Magali voit ce type, Pascal Jardin. Michel Fine, journaliste, police-justice. En slip, avec un couteau glissé dans son slip. Elle se met à hurler. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le propre compagnon de cette jeune femme était dans la chambre et a permis de le neutraliser, de le ceinturer. Pascal Jardin est aussitôt interpellé. Cette tentative d'agression lui vaudra 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Pour les enquêteurs en charge du dossier Blétry, ce mode opératoire colle avec leur affaire. Le fait qu'il se mette en sous-vêtements, qu'il glisse un couteau dans son slip, donc il l'a pas à la main, il est glissé dans son slip, on retombe sur les paramètres de la scène de crime de Christelle Blétry. Une connotation sexuelle et une arme blanche. Donc on l'identifie en juillet. Yves Carry, commandant de police au SRPJ de Dijon. Mais décidé très rapidement qu'il y aurait une opération au début septembre. Une fois qu'on ait fait les vérifications d'usage, il faut tout vérifier. La police apprend que Pascal Jardin ne réside plus en Saône-et-Loire. Depuis presque 1 an, il vit à l'autre bout de la France, dans le département des Landes. Pascal Jardin a complètement changé de vie. Et il a divorcé au moment de sa condamnation et de la prison. Il a connu une autre femme, il s'est remis avec une autre femme et qui a deux enfants. Il a mis des centaines de kilomètres entre l'endroit de ses premiers méfaits et l'endroit où il s'est installé. Une discrète surveillance est mise en place dans le village de Redjon, une commune rurale du sud-ouest située à une centaine de kilomètres au sud de Bordeaux. C'est là que Pascal Jardin réside avec sa nouvelle épouse et ses 2 belles-filles. Il est devenu ouvrier agricole, il travaille dans une usine qui tue des cailles. Voilà, il travaille dans un abattoir agricole. Une vie bien rangée avec femme et enfants, l'ambiance est bonne, tout se passe bien pour lui. Et pas une seconde, il peut imaginer qu'un jour, quelqu'un revienne lui poser des questions sur l'affaire Blétry. Pour lui, c'est un dossier fermé, il l'a complètement oublié. Comment cet homme insoupçonnable va-t-il faire face à son passé ?
9 septembre 2014, au petit matin. Cela fait plus de 18 ans que Christelle a été sauvagement poignardée. Les enquêteurs venus de Dijon se présentent au domicile de Pascal Jardin. À 6h00, on est venu immobiliser nos véhicules directement sur sa pelouse, les phares éclairant sa porte d'entrée. Raphaël Nedilko, brigadier chef au SRPJ de Dijon. Et d'ailleurs, il était sur son perron, en train de boire son café, fumer son cigario. À aucun moment il n'a s'énervé. Lorsqu'on va faire la perquisition, autant sa compagne et les filles de sa compagne sont choquées, et lui, il va s'astreindre à les calmer, à les raisonner, en disant « ça va bien se passer ». On a même l'impression qu'il n'était pas vraiment surpris de notre présence. Imperturbable, le suspect est conduit dans les locaux de la PJ de Bordeaux. Malgré l'enjeu crucial de cette garde à vue, Raphaël Nedilko, lui, garde son sang-froid. Comme je ne suis absolument pas incisif dans ma position par rapport à lui, je ne suis pas soupçonneux, je ne suis pas agressif, je ne suis pas accusateur. Il a un ADN, mais bon, un ADN, c'est pas une preuve. C'est pas parce qu'il y a l'ADN qu'il a l'auteur entre les mains. Donc ce qu'il veut, en bon flic de la crime, c'est des aveux. Son objectif est clair. Face à Pascal Jardin, le policier préfère attendre avant de dévoiler toutes ses cartes. En particulier, la présence de son ADN sur la victime. La partie peut commencer. Il est calme, voilà, il est calme, il est relativement posé. Il est prêt à répondre à nos questions, à nous aider même. Tant mieux, un client satisfait est un client qui revient. Mais tout se passe bien. Première audition, tout se passe très très bien. Comme le permet la loi, Pascal Jardin est assisté d'une avocate. Raphaël Nedilko reste extrêmement concentré. Il est persuadé que son suspect va finir par commettre un faux pas. Et c'est là que je passe à l'étape suivante, où là, encore une fois, sans dévoiler à un seul instant les cartes qui sont dans mon jeu, je commence à l'interroger sur son niveau de connaissance de l'affaire. En 96, il habite la même ville que Christelle Bétry. Est-ce qu'il l'a croisée? Est-ce qu'il a entendu parler de l'affaire Christelle Bétry, etc., etc. Sa réponse est catégorique. Il ne connaît pas Christelle Bétry. Il n'en a même jamais entendu parler. Et bien évidemment, il n'a rien à voir avec ce crime. Mais le policier ne baisse pas les bras. Et c'est là qu'il abat sa carte maîtresse. Quand je commence à donner des éléments qui sont quand même des éléments extrêmement lourds, c'est de l'ADN, c'est pas n'importe quoi. Lorsque je commence à évoquer l'ADN, la seule personne qui a une réaction, c'est l'avocate de Pascal Jardin. On a senti que là, c'était plus la même chose. Mais lui reste très calme, très posé. Malgré cet élément compromettant, le suspect continue de tout nier en bloc. Puis il se mure dans le silence. Il est reconduit en cellule. « 10 septembre 2014, deuxième jour de garde à vue. Ce matin-là, Pascal Jardin est autorisé à fumer dans la cour du commissariat avant de reprendre les interrogatoires. C'est à cet instant que Raphaël, le policier, tente de le déstabiliser. Avec les éléments qu'on a, si il m'était donné mon avis, pour moi, le meurtrier de Christelle Bétry, c'est vous. Point. On ne peut pas dire d'un côté qu'on ne l'a jamais rencontré. Yves Carry, commandant de police au SRPJ de Dijon. Et d'un autre côté, avoir son sperme sur la culotte de la jeune femme. Ça, c'est juste impossible. J'ai senti que j'ouvrais une porte. J'ouvrais une porte. Et il a eu cette phrase dont je me souviens. Il m'a dit oui, je pense que je ne peux pas rester sur cette position-là. Il faudrait que je parle. Et il m'a dit mais avant, je veux voir mon avocate.
durant 20 minutes, Pascal Jardin s'entretient seul à seul avec son avocate. Lorsque l'enquêteur revient vers eux, l'homme n'est plus du tout dans le même état. Pascal Jardin est en train de discuter avec son avocate, ils sont quasiment tous les deux en larmes. Ah, bien évidemment, je sens que quelque chose s'est produit. Je sens que l'armure elle est fendue, que quelque chose d'extraordinaire peut en sortir. Raphaël Nedilko a de quoi être fébrile. L'affaire est peut-être en train de basculer. Il le récupère, il reprend la garde à vue. Michel Fine, journaliste, police-justice. Et là, Pascal Jardin va s'allonger, comme on dit. Il va avouer. Il va expliquer ce qui s'est passé. Ça sort brut de décoffrage. Donc j'essaye de pas trop intervenir, de le laisser parler. Lors de ses aveux, il va même aller jusqu'à faire un croquis de l'itinéraire qu'il avait emprunté ce soir-là et un croquis du lieu du crime proprement dit. Des aveux à la fois précis et circonstanciés. En pleurs, Pascal Jardin se replonge dans cette fameuse soirée de décembre 1996 à Blanzy. Il raconte qu'en sortant du travail, il est allé, comme il le fait de temps en temps, boire des verres avec des amis. Thierry Dromard, journaliste au journal de Saône-et-Loire. Il était déjà un peu alcoolisé, sinon pas mal. Qu'il est revenu très tard. Et là, il voit une jeune femme qui marche sur le bord de la route. Il la trouve mignonne, il a envie de l'aborder. Il s'arrête, il lui demande de monter, elle veut pas. Il descend de la voiture, il l'attrape par le sac, il la force à monter dans la voiture. Christelle Blétry est désormais à la merci de cet inconnu. Elle est terrorisée. Elle lui demande mais qu'est-ce que vous allez me faire? Et lui lui répond mais tu le sais bien. Donc il savait déjà à ce moment-là qu'il allait abuser d'elle. Raphaël Nedilko, brigadier chef au SRPJ de Dijon. Et c'est ce qu'il lui impose, donc il lui impose une relation sexuelle dans le véhicule qu'il arrête sur le bas-côté. Mais il a une position difficile dans l'habitacle, donc il se retire et il va demander à Christelle Blétry de masturber, ce qu'elle va faire jusqu'à éjaculation. Voilà qui explique la présence de sperme sur le corps. Mais Pascal Jardin n'en a pas encore terminé. Il raconte ensuite aux policiers comment tout s'est enchaîné. Elle commence à s'énerver, elle descend de la voiture, elle se met à courir, elle prend un petit chemin. Là, elle se met à hurler. Et là, il perd les pédales, Pascal Jardin. Il devient fou de rage. Il se saisit alors d'un couteau qu'il avait avec lui dans sa voiture. Puis il se lance à la poursuite de Christelle avant de la rattraper. Et il se met à la frapper à coups de couteau dans un seul but, faire qu'elle arrête de crier. Il est incapable d'expliquer le déchaînement de violence, il est incapable d'expliquer où est-ce qu'il donne des coups de couteau, avec quelle violence, combien il en donne. Lui, il frappe jusqu'à ce qu'elle arrête d'hurler. Au bout de 123 coups de couteau, Christelle Blétry ne crie plus. Il est 1h du matin. Pascal Jardin vient de commettre l'irréparable. Et pourtant... Il va remonter dans son véhicule, qui va rentrer chez lui normalement. Et il va se passer une scène quand même qui est un peu hors du commun. Il se lave les mains parce qu'il a faim. Il se fait un sandwich. Il mange la moitié du sandwich et il va se coucher auprès de sa femme. Il va passer une nuit normale. Le lendemain matin, il va se lever, il va prendre sa douche, s'habiller, il va reprendre le cours de sa vie en allant au travail. Pendant toutes ces années, Pascal Jardin gardera pour lui son terrible secret.
Mais c'était sans compter sur la détermination de Marie-Rose, de ses avocats et de Raphaël Nedilko. Il a été amené à l'aveu Bruno Nicole, avocat de la défense. Par quelqu'un dont l'objectif exclusif était d'obtenir l'aveu, ce qui a été obtenu. Je me sens soulagé. La veille, j'en menais pas large. J'ai pas du tout le même Pascal Jardin que j'avais la veille. Très confiant, très serein, très calme, très posé. Non, j'ai quelqu'un d'accablé par la tristesse, extrêmement fébrile. Le lendemain, Pascal Jardin est mis en examen pour viol et homicide volontaire. Il est incarcéré. 18 ans après la mort de Christelle Blétry, c'est évidemment le choc. Et nous commençons par écouter l'émotion de la mère d'une jeune femme de 20 ans tuée en 96 et dont le meurtrier présumé vient de reconnaître les faits après avoir été confondu par son ADN. Je sais pas. On est anéantis par cette nouvelle que j'espérais tant. Marie-Rose Blétry, maman de Christelle. C'est brutal parce que c'est un combat qui est long, avec beaucoup de lassitude par moment, mais tous les bénévoles de l'association étaient auprès de moi. La famille, bien sûr, mais c'est aussi grâce à eux. Et ça, c'est important. C'est ce que je voudrais au moins dire aujourd'hui. C'est sans eux, je ne serais pas là, quoi. C'est tous ces gens qui ont été auprès de moi au début. Et cette victoire, c'est la leur. Pour Marie-Rose Blétry et les siens, c'est le soulagement. La vérité, après toutes ces années d'incertitude. Mais hélas, cette joie sera de courte durée. Trois mois plus tard, la reconstitution du crime est organisée à Blanzy, en Saône-et-Loire. Tout le village est bouclé par les forces de l'ordre. On voit arriver, entouré par les gendarmes, un type assez grand, avec une certaine prestance. Pascal Jardin, il est là, il regarde son monde, il n'a pas l'air effondré du tout, il baisse pas les yeux, au contraire. Alors que la reconstitution commence, Pascal Jardin, qui avait avoué le crime en garde à vue, change complètement de version. Il conteste maintenant avoir tué la jeune femme. Alors oui, il a bien croisé la route de Christelle ce soir-là, mais il n'a rien à voir avec son meurtre. Il a vu Christelle Blétry quand il rentrait à Blanzy. Michel Fine, journaliste, police-justice. Qu'il a cru que c'était une prostituée, il a voulu la faire monter dans la voiture, c'était pas une prostituée. Il fait chaud dans la voiture, elle se déshabille, ils sentent une attirance mutuelle, ils ont une relation sexuelle, et rassérénée, elle repart dans la nuit et rentre chez elle. On n'en a plus entendu parler que le surlendemain, quand il a ouvert le journal, il a vu qu'elle était morte. Mais il n'y est pour rien. Malgré ses aveux complets, malgré cet ADN qu'il accuse, Pascal Jardin se dit tout simplement non coupable. Le chef d'enquête et la mère de Christelle accusent le coup. On se heurte à une certaine incompréhension, à des faux fuyants, à du machiavélisme, à des calculs, à de la réflexion mal tournée. Voilà. Il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit ce qui... Non. Comment vous l'avez trouvé? Presque indifférent. S'il reconnaît un rapport sexuel consenti, Pascal Jardin réfute désormais toute responsabilité dans la mort de Christelle. Et sa ligne de défense ne changera plus. Pascal Jardin est jugé depuis aujourd'hui pour le meurtre d'une étudiante. La mère de Christelle Blétry veut savoir pourquoi sa fille est morte poignardée de plus de 100 coups de couteau.
Cour d'assises de Chalon-sur-Saône, 23 janvier 2017. Pascal Jardin est dans le box. Accusé du meurtre et du viol de Christelle Blétry, il encourt la réclusion à perpétuité. Mais il continue de nier. Face à toutes ces preuves, parviendra-t-il à convaincre les jurés de son innocence ? Les proches de Christelle, eux, attendent ce face-à-face depuis plus de 20 ans. Sauront-ils enfin ce qui s'est passé cette terrible nuit du 28 décembre 1996 ? La famille, pourtant, la partie civile qui était juste en face. Bernard Homé, ami de la famille Blétry. Les a pratiquement jamais regardé, toujours été comme ça, tout le temps la tête baissée, jamais regardé personne. Dans son box, l'accusé écoute attentivement l'effroyable énoncé des faits pour lesquels il comparaît. Une épreuve pour les proches de la victime. Même si j'attends ça depuis 20 ans, même si je connais l'histoire, même si je connais le dossier, on revit 20 ans en arrière et Christelle a souffert, quoi. Elle n'est plus de... Voilà, c'est quand même très difficile. La stratégie de Pascal Jardin n'a pas changé. Il clame encore et toujours son innocence. Pour assurer sa défense, ses avocats, eux, tentent le tout pour le tout. On a d'abord critiqué la preuve par la personnalité, le recueil des aveux. Bruno Nicole, avocat de la défense. On a discuté sur l'ADN, bien évidemment, en disant que l'ADN d'abord n'est pas la reine des preuves. Comme si Christelle avait toqué à sa voiture, c'est ce qu'il a dit. Christelle a toqué à sa voiture à hauteur du stop de la sortie de la route express pour avoir une relation sexuelle. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Il a tué ma fille de 113 coups de couteau, 123 et plus. Moi, je veux qu'il soit condamné le maximum. Après 9 jours de débat, la sentence tombe. Pascal Jardin est condamné à la peine maximale. La réclusion criminelle à perpétuité. Sa ligne de défense vient d'être balayée par la justice. Ses avocats font immédiatement appel de la décision. Et l'année suivante, un second procès s'ouvre à Dijon. Le policier Raphaël Nedilko, qui s'est tant investi dans ce dossier, ne peut retenir son émotion. Je pense que si je devais retenir qu'une seule chose, c'est que la seule récompense que j'ai eue au milieu de tout ça, au-delà de la découverte de la vérité, c'est de compter parmi mes amis à un moment de Christelle Blétry. Au grand soulagement de la famille Blétry, le verdict est confirmé. Pour ses avocats, Didier Seban et Corinne Herman, l'heure de l'épilogue a aussi sonné. On a tellement partagé le moment de combat avec eux que c'est difficile de parler pour eux et de parler sans émotion quand depuis 17 ans on est à leur côté. Corinne Herman, avocat des parties civiles. On connaît les enfants qui ont grandi, on connaît les petits-enfants qui sont arrivés, on connaît les douleurs, les maladies, on connaît toutes les épreuves qu'ils ont rencontrées. Mais après, on parle de courage, tout ça. Je dis, j'ai eu la volonté d'aller au bout. Marie-Rose Blétry, maman de Christelle. Je voulais l'assassin de ma fille. Il a été arrêté, il a été condamné. Mais il y a d'autres dossiers de l'association non résolus, donc on n'a pas terminé. Je pense que mon soulagement, il sera là quand on aura résolu les dossiers de l'association. Voilà. À ce jour, en effet, le mystère demeure dans bon nombre d'affaires en Saône-et-Loire. Même si, grâce à l'association Christelle, plusieurs dossiers criminels ont été relancés. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée.
et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.